Ah bah tiens, tu tombes bien, Julie. Ça va? Je viens te chercher, on va au plateau, ça commence. Oui, mais t'es sûr que tu gardes ce plastique là? Bah, tu rigoles. Ma veste sort du pressing autant que ça se voit, non? Bonjour à tous les amis, Julie Jacquard m'a convaincu de retirer ma veste et le plastique qu'il y avait autour. C'est compliqué mais j'y suis arrivée. Oui, mais alors il a fallu se battre. Hein. Dans l'ascenseur, ça a été terrible, monstrueux. Eh bien, bienvenue pour cet ensemble, c'est mieux. Vous l'avez compris, c'est notre credo. On est ensemble tous les jours avec vous, avec Julie, susnommée. Bonjour. Bonjour Julie. Et Raphaël, où se trouve-t-il? Toujours un mystère. Où es-tu, Raphaël? Mon Vincent, je suis aujourd'hui à Bobigny dans le 93 et j'ai pensé à enlever le plastique du jogging, moi. Hein. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il sort pas du pressing. On verra tout à l'heure, Raphaël. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. Je pense qu'il est trop tard pour moi, malheureusement. Mais pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez, vous avez des questions sur le sujet. Nous recevons Thierry Teboul, le directeur général de l'AFDAS. Bonjour Thierry Teboul. Bonjour. L'AFDAS, je vous demande pas vraiment, c'est un acronyme, mais ça correspond plus vraiment au nom de cette association aujourd'hui. Hein. Vous êtes beaucoup plus large. Parce que c'est un vieil acronyme. En fait, au départ, l'AFDAS a été créé pour accompagner les intermittents du spectacle. Et puis après, le champ s'est élargi depuis 1972. Et parce qu'on a besoin de vos services, en fait, de plus en plus de monde. Et la reconversion professionnelle, on va en parler au cours de cette émission. À côté de vous, un habitué de cette émission, c'est Valère Coréard, le roi du durable. Bon, le roi déjà? Ah oui, le roi du durable. Roi, hein. On a le droit, c'est un titre que je viens de créer. Je suis au Zénith. Valère, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Des vêtements pour enfants et pour bébés. Vous aussi, vous avez retiré le plastique. Bien sûr, il n'y a jamais eu de plastique autour de ces vêtements. Jamais. Surtout c'est pas. durable. Jamais. Dans le durable, le plastique est banni. Il y en a un autre qui n'aime pas trop le plastique, qui préfère le bois, le tissu et le cuivre. C'est notre chef pour le menu du jour, Mathieu Scherrer. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, c'est le chef exécutif du groupe Bûcher. On dit Bûcher ou Bûchère? Bûcher. Bûcher. Voilà. Et il fête avec nous l'ouverture d'un nouveau restaurant qui est la Rôtisserie du Galopin. Alors, rôtisserie, il paraît que l'on devient cuisinier, mais qu'on naît rôtisseur. Est-ce que vous êtes né rôtisseur, vous? Non. Non, mais il a appris le boulot. C'est ça. Et on va voir ça tout à l'heure avec les petites merveilles gourmandises que vous avez apportées. Bien, ça c'est un beau programme pour ce Ensemble, c'est mieux. Et tout de suite, on va se donner fin avec Raphaël du côté de Bobigny. On va le découvrir. Oh, quel bonheur, les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille ce matin sur la N3, la Nationale 3, ici aux portes de Bobigny. Je vous dis la vérité, il y a un Kiloutou à côté de moi. Et puis j'ai ici une Xara de 1985 qui doit être garée là depuis 4 ans. Ah bah, c'est la voiture de Julie Jacquard. Julie, il faut venir la chercher. Non, je suis ici parce qu'on va parler de la prairie du Canal, un lieu complètement incroyable, perdu ici en pleine urbanité. Apparemment, je dois pousser cette porte, cette grille pour y accéder. Venez avec moi. Florine Constance, sa caméra, nous accompagne chaque matin. Et ouais, effectivement, là déjà, tout autre chose. Bonjour Sven. Raphaël d'Ensemble, c'est mieux, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bon alors, ça n'a pas toujours été une friche comme ça ici. Qu'est-ce que c'était? Avant, c'était une usine de mobylettes MBK, donc qui a été rasée là, dans les années 2000 et qui aujourd'hui a trouvé une deuxième vie avec la prairie du Canal. Qu'est-ce que c'est la prairie du Canal? Puisque c'est ce que je viens voir aujourd'hui et qu'on partage avec les téléspectateurs de France 3. Et la prairie du Canal, c'est une ferme urbaine, c'est-à-dire qu'on va faire pousser des légumes et faire découvrir aux gens les techniques pour cultiver la ville ici. On est sur combien d'hectares là? Alors, la parcelle en tout, elle fait 2 hectares et nous, on occupe 5000 m². 5000 m², donc de plantes qui poussent, des légumes, des fruits aussi. Oui, tout à fait, et on a même quelques animaux, vous verrez. Et il y a des animaux. On peut aller voir tout ça là tout de suite? Allons-y, ouais. Allez, on y va. On va essayer d'y aller en pas chassé. C'était une idée de Sven. On y va en pas chassé. On se retrouve tout à l'heure, Vincent. Oh, vous faites bien, hein. Super, pas chassé. Chassez pas trop quand même, hein. On se retrouve surtout dans le potager. Mes amis, on va immédiatement répondre à vos questions sur un sujet qui touche de plus en plus d'entre nous, c'est la reconversion professionnelle. Alors, je vous le disais à l'instant, on a la chance d'avoir avec nous Thierry Teboul, le directeur général de l'AFDAS. Donc, je vais dire que vous êtes un acteur
nécessaire de cette reconversion. En tout cas, vous l'accompagnez fort bien. Alors, cette reconversion, elle n'allait pas de soi, évidemment, il y a 50 ans. On peut dire que la norme, c'était même d'avoir le même métier qu'on avait toute sa vie et même qu'on transmettait à ses enfants. Aujourd'hui, tout ça est complètement chamboulé depuis le premier choc pétrolier, depuis les années 70. Petit à petit, en plus avec l'essor du numérique, la mobilité due aussi au transport, à la facilité des transports, fait que c'est devenu plutôt la norme de changer au moins une fois de métier dans sa vie. Oh, doucement quand même. Doucement quand même, c'est d'abord un fantasme. C'est vrai qu'on dit qu'on va faire plusieurs métiers dans sa vie, mais dans les faits, ce n'est pas encore tout à fait installé. C'est même peut-être ce qui manque pour rendre plus fluide le marché du travail, puisque vous savez bien qu'il y a des endroits où on cherche beaucoup de main-d'œuvre et des endroits où on en a trop, et que pour autant, ce n'est pas si simple d'orchestrer cette régulation. Mais on parle de génération reconversion quand même, Oui. qui arrive sur le marché du travail en ce moment. C'est clair que les générations qui arrivent vont devoir faire plusieurs métiers et que celles qui sont déjà bien avancées dans leur carrière vont aussi devoir se plier à cet exercice. Et il vaut mieux un peu l'anticiper. Julie. Et oui, parce que la génération reconversion, on l'a dit, elles sont bel et bien arrivées bel et bien arrivée sur le marché du travail. Les jeunes d'aujourd'hui savent que dans leur vie, ils vont effectuer plusieurs métiers, mais la reconversion professionnelle concerne tout le monde, les juniors, les seniors, parfois par choix, parfois par obligation. Alors comment bien la préparer? La réponse en images. Ben, t'es plus dans la charcuterie. Je me suis reconverti, je fais dans le stylisme maintenant. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle à la cote. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle. Et parmi ceux qui n'ont pas tenté l'expérience, 35% se disent prêts à changer de métier dans l'année qui vient. Envie de nouveautés, de faire évoluer sa carrière ou de donner un nouveau souffle à sa vie. Que vous ayez 30 ans ou plus de 50 ans, que vous soyez en CDI, en CDD ou sans emploi, avec ou sans diplôme, c'est possible. Mais attention, une reconversion professionnelle réussie ne se fait pas à la légère. Cela nécessite de bien réfléchir à ses motivations et les adapter à la réalité. Notre conseil, commencez par faire un bilan de compétences. Cela vous permettra d'établir par un professionnel vos atouts pour votre futur métier. Plusieurs organismes peuvent le financer et rassurez-vous, votre employeur actuel n'en saura rien. Que vous connaissiez déjà votre futur métier ou non, dans tous les cas, ce qui compte, c'est de s'orienter vers un métier qui recrute et qui a de l'avenir. Ouvrir une agence de voyage, c'est sympa, sauf qu'avec Internet, ça ne fait plus du tout recette. Oubliez. Mais qui dit reconversion professionnelle dit formation. Se pose donc la question du financement. N'hésitez pas à vous servir de votre compte professionnel de formation, le CPF, créé en janvier dernier, qui vous donne accès à des formations qui peuvent être entièrement prises en charge et même rémunérées. Pas mal. Alors, on se reconvertit ? Ouais, doucement quand même, on se reconvertit doucement. Alors, c'est vrai, ce que disait Julie est tout à fait juste. Thierry Teboul, tout à l'heure, elle disait les jeunes n'ont pas la même conception du monde du travail et de leur vie professionnelle que notre génération d'actifs, et même d'actifs depuis un bout de temps. Au fond, ça fait partie de leur perspective maintenant, de se dire qu'il n'y a plus cette carrière unique où on enfonce, où on creuse le même sillon en acquérant des compétences dans le même domaine. On est plus éclectique aujourd'hui dans sa façon d'aborder le monde du travail, peut-être. Oui, parce qu'en plus, les compétences deviennent de plus en plus transversales. Et en fait, le vrai sujet, c'est comment on arrive à les transposer dans un autre monde. Alors, ça passe soit par des choses très radicales, comme apprendre un nouveau métier. Ça peut être aussi par petits sauts, où on va d'un métier à un autre. Et c'est vrai que quand on touche à la reconversion, on parle de beaucoup de choses. On ne parle pas que de passage d'un métier à un autre complètement différent. Oui, on parle d'abord de remise à niveau, de se remettre à niveau, même dans un même secteur. Oui, puis ça passe aussi par la capacité à dessiner un projet professionnel. C'est pour ça que la question du bilan de compétences qui est évoquée dans le petit film est importante. Il n'y a pas que cet outil-là, d'ailleurs, il y a aussi le conseil en évolution professionnelle, qui est une autre version de l'accompagnement qui existe aujourd'hui pour que les acteurs deviennent, pour le coup, acteurs de leur vie professionnelle. C'est-à-dire, vous faites de l'orientation comme dans le scolaire, mais pour des gens qui sont des actifs. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui, à la fois, regarde votre passé, votre présent et qui essaie de vous projeter vers un autre avenir. Et est-ce qu'on sait qui sont ceux qui se reconvertissent le plus? Quelle catégorie socio-professionnelle ça... Alors, vous l'avez dit, il y a ceux qui sont dans une reconversion subie, c'est-à-dire qu'il y a des mutations économiques dans ce pays qui font qu'à un moment donné, les métiers qu'on occupe disparaissent, et donc il faut réfléchir à autre chose. Et puis, il y a ceux qui ont eux-mêmes développé un projet
et qui sont plutôt dans une logique d'opportunité, c'est-à-dire que je me découvre la capacité à aller dans un tel ou tel secteur. Ça suppose de ne pas se censurer non plus sur ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que la question, c'est aussi se révéler à travers son activité professionnelle. Et peut-être que le principal frein, il est là, c'est-à-dire cette capacité à se dire pourquoi je n'irais pas travailler dans tel ou tel secteur. Alors, dans le secteur des métiers de bouche, par exemple, qui est un secteur que je connais bien, un chef, beaucoup de gens considéraient que jadis, c'était un peu les derniers métiers dans le scolaire, c'est-à-dire quand on n'avait pas d'aptitude scolaire suffisante, on vous envoyait vers la cuisine, la pâtisserie, etc. Aujourd'hui, au contraire, beaucoup de vocations tardives, de gens qui ont commencé dans le tertiaire et qui ont envie tout d'un coup de faire un métier d'artisanat. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus de vocations. Après, il faut être vigilant parce que les vocations sont souvent de courte durée. Et donc forcément, oui, après, il y a puis, plus un effet buzz. Oui, c'est ça. Puis c'est les médias aussi qui ont survendu la pâtisserie, la cuisine, et on se rend compte que c'est un métier dur quand on arrive dedans, et qu'il faut de l'énergie. Et que parfois l'énergie, on l'a dans la jeunesse, et puis qu'elle s'émousse un petit peu, et qu'elle est remplacée par peut-être des compétences justement qui masquent un peu ce manque d'énergie lorsqu'on prend de l'âge. Valère, est-ce que changer de métier, c'est durable comme attitude ? Est-ce que c'est suivre en tout cas la vie de la planète avec plus de conscience ? En tout cas, je constate que beaucoup de jeunes, et vous êtes peut-être confrontés à cela, qui sortent de plus ou moins grandes écoles, veulent se mettre hors cadre pour innover par audace et par vocation, parce que l'idée, c'est aussi de faire converger un projet personnel et un projet professionnel. Et donc là, ils ont peut-être besoin aussi de renforcer certaines compétences, comme vous le disiez. Mais on ne sait pas toujours qu'on a ce compte professionnel de formation. C'est un truc qui n'est pas très connu. Je pense qu'il faudrait davantage le faire savoir, parce que c'est rattaché à la personne. Il faut bien le nommer. C'est pas un compte professionnel, c'est un compte personnel de formation. Oui. Et c'est très important parce que ce sont des droits et donc maintenant des euros qui sont attachés à la personne, qui sont plus attachés à son statut. Mais qui paye ? Ce sont les entreprises ? Alors les entreprises pour cotisent, c'est ça. À partir de là, ça génère tous les ans sur son compte 500 euros qui arrivent par an. C'est plafonné à 5 000 euros. Donc ça veut dire qu'on peut acquérir potentiellement en 10 ans 5 000 euros sur son compte. Et bien évidemment, c'est comme tous les droits, si on ne s'en sert pas, il ne se recharge pas. Et donc, c'est ça. L'intérêt, c'est quand même de l'utiliser régulièrement. On peut payer son permis de conduire comme ça, par exemple ? Eh bien, on peut payer son permis de conduire comme ça à partir du moment où on atteste que le permis de conduire est nécessaire pour son activité professionnelle. Et puisqu'on parle de financement, on peut écouter la question de Laetitia tout de suite. Laetitia, 39 ans, professeure des écoles. J'aurais voulu savoir comment financer une reconversion professionnelle nécessitant une reprise d'études lorsqu'on est dans la fonction publique. C'est un cas particulier, mais je pense que ça touche pas mal de nos concitoyens. Je suis très, très mal à l'aise pour répondre à la question, parce que évidemment... Thierry Teboul est mal à l'aise. C'est pas facile de le mettre mal à l'aise, ça prouve que c'est une question épineuse. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de CPF pour les fonctionnaires ? C'est encore en cours de définition. D'accord. Et donc, c'est un peu compliqué de répondre pour les fonctionnaires, parce que autant on est capable de répondre pour les salariés du privé, autant pour les fonctionnaires, ça reste encore quelque chose d'assez encore flou. Donc... Malheureusement. Mais ça progresse ? Oui, il y a des réflexions sur le sujet. Non, il y a des réflexions sur le sujet pour essayer de leur ouvrir les mêmes droits. Maintenant, c'est moins simple que quand vous avez un employeur qui cotise, par exemple, à l'AFDAS et qui, derrière, vous ouvre des droits. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que les femmes ont 6 fois plus de probabilité de changer de métier que les hommes ? Je voudrais savoir pourquoi. C'est parce qu'on a une meilleure capacité d'adaptation ? C'est ça. Vous êtes beaucoup plus agile que les hommes. Et donc, forcément, au bout d'un moment, vous êtes capable, avec cette agilité, d'aller d'un métier à un autre. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'abord des métiers sur lesquels les femmes ont peut-être des carrières plus singulières et plus courtes, et ça explique peut-être un peu cela. Deuxièmement, dans ce monde où le genre constitue encore quelque chose d'assez discriminant dans l'occupation des métiers, il se trouve que les femmes sont plus souvent dans des reconversions subites que les hommes. Je crois que c'est malheureusement ça le problème. C'est pas toujours un choix. Moins positif, oui. Moi, il y a une question que je me pose. Le temps que vous prenez pour la formation, lorsque vous êtes employé, dans quelque secteur que ce soit, est-ce qu'il s'additionne ? Est-ce que c'est sur vos loisirs ou est-ce que c'est du temps que vous prenez sur votre temps de travail ? C'est une vraie question, ça.
Je vous dis ça parce que en fait, historiquement, c'était du temps que l'on prenait sur son temps de travail. Et d'ailleurs, il était rémunéré, au même titre que l'activité de travail. De plus en plus, on voit poindre des formations hors temps de travail, qui sont des formations qui sont souvent d'ailleurs à l'initiative du salarié lui-même. Oui, volontaire, quoi. C'est oui. ça, et qui, à travers son projet, rencontre aussi une offre de formation qui est de plus en plus hors temps de travail. Il faut dire que, par exemple, tout ce qui s'est développé en termes de formation à distance a permis aussi d'ouvrir le temps de la formation. Il est de moins en moins circonscrit. Oui, le cadre est de moins en moins On est de moins en moins fermé. dans cette fameuse unité de temps, unité de lieu, unité d'action qu'on connaissait dans le spectacle. Dans la formation, c'était pareil. On était dans une configuration où vous étiez le professeur et nous étions les élèves. Aujourd'hui, se former, c'est s'ouvrir à de nouveaux formats de formation aussi, et qui rendent de plus en plus autonome la personne et qui l'affranchit de plus en plus du coup de la question du temps de travail. Donc à l'AFDAS aussi, on mène une révolution numérique qui suit la révolution de l'époque. Ah, mais de toute façon, si on veut mener une révolution sur la formation des salariés, il faut qu'à côté, on mène une révolution dans l'offre de formation. Bien sûr. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Merci beaucoup Thierry Teboul de nous ouvrir un petit peu l'esprit. Moi, je vais réfléchir à ce que je voudrais faire après quand je serai grand. Pour l'instant, Julie, on a quelques pistes peut-être supplémentaires. Oui, parce que Vincent, savez-vous que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore ? Il va donc falloir qu'on s'adapte tous et qu'il va bien falloir bien choisir ce nouveau job. Parce que forcément, on va tous y passer, ça va tous nous concerner à un moment ou un autre. Je me suis donc intéressée ce matin à ces métiers du futur en m'appuyant sur le livre d'Isabelle Rouen. C'est une chasseuse de tête qui s'interroge sur les mutations dans le monde du travail. Alors, social seller, manager, neuromanager, hacker, éthique, ça vous parle ? Il n'y a pas de nom en français. Si, éducateur de robots. Ah, c'est bien. Vous voyez un peu plus ce que c'est. Prof de robot, j'aime bien. Alors, par exemple, un social seller, c'est un commercial qui va utiliser les réseaux sociaux pour se créer une véritable communauté et tout savoir sur ses clients pour leur proposer un produit au meilleur moment, au moment le plus opportun où ils sont sûrs d'acheter parce qu'il a vu qu'ils en avaient le besoin. C'est un mélange de vendeur et de médecin de famille, quoi. C'est quelqu'un qui vous vend mais qui connaît bien. Donc Ou de geek. Attention, c'est dangereux. Ensuite, par exemple, un neuromanager, c'est un manager qui s'appuie sur les neurosciences pour organiser et faire avancer son équipe. En quelque sorte, il lit dans nos pensées, dans notre cerveau. C'est pas très rassurant, mais ça lui permet en tout cas de tirer le meilleur de nous-mêmes. Et puis, alors, un éducateur de robots, vous savez que 61% des emplois aujourd'hui en France pourraient être automatisables. Attention, Vincent, on pourrait être remplacé par des robots, alors il faut vraiment se méfier. Eh bien, l'éducateur de robots, c'est un peu le maître d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Il veille à ce que l'algorithme fonctionne bien, pense bien et ne biaise pas son raisonnement. En clair, qu'il fasse toujours les bons choix. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces métiers du futur, je vous conseille vivement le livre d'Isabelle Rouen, donc du même nom, Les métiers du futur, et c'est publié chez First Edition. Et puis, en attendant 2030, quand même, si vous cherchez un métier, sachez qu'en Ile-de-France, on manque d'infirmiers, d'auxiliaires de vie, de professeurs et d'informaticiens. Et puis, enfin, si avant de changer de voie, vous voulez entendre les témoignages de personnes qui, elles, ont sauté le pas, allez faire un tour sur le podcast Les Déviations. C'est un nouveau média très inspirant et qui montre que dans la vie, tout est possible. Merci, Julie. De toute façon, moi, je suis tranquille parce qu'il n'y a pas encore de robot à moustache. Mais ça va venir. C'est le seul truc qui me sauve pour l'instant, je tiens à le signaler. Merci beaucoup. Allez, mes amis, on va partir voir Rafale du côté de Bobigny, enfin carrément dans Bobigny, dans ce jardin extraordinaire. Je suis même en mode gentleman farmer, Vincent, regarde ça. Sur ma botte de paille, je suis toujours avec Sven. T'es jaloux de ma pose, c'est ça? Carrément. Totalement. Qu'est-ce qu'on fait pousser dans ce jardin alors? Alors ici, là, en ce moment, on fait pousser des tomates, pas mal d'aromates. Il y a des petites pommes de terre, du céleri. On va bientôt récolter les courges. Il y a des haricots encore un petit peu à cette saison. Voilà, pas mal de petites choses. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on récolte alors? Alors l'objectif, c'est de le partager avec les gens qui nous donnent un coup de main, notamment le jeudi lors des journées bénévoles. Et ensuite, on invite les gens à déjeuner avec nous après avoir travaillé, par exemple les jeudis matins. Ensemble, c'est mieux. Tu vois, comme quoi, c'est totalement raccord avec le nom de l'émission. Si on bouge un peu par là, on va vous montrer qu'il y a aussi un poulailler. Hier, si vous aviez suivi l'émission, justement, vous vous rappelez que j'étais avec les biquettes de Sanois. Aujourd'hui, les poulets du container. Ouais, c'est ça, c'est les poules du container qui... Alors le rôle des poules, c'est notamment de donner un petit peu d'engrais aux plantes, donc c'est pour ça qu'on les utilise.
Et je vois que là-bas, il y a une pépinière. Qu'est-ce que c'est ? Alors la pépinière, en fait, c'est une pépinière participative. L'idée, c'est que tout le monde vienne nous aider à entretenir ces plants potagers, qui sont des petits plants potagers. Donc c'est de la graine jusqu'à quelques feuilles, qu'ensuite on va pouvoir vendre aux gens de l'Île-de-France notamment. Bonjour Indiana Jones, on va traverser ce petit jardin. Oui, mon Vincent, dis-moi. Les poules du container, elles font des œufs cubiques ? Elles font pas des œufs cubiques et vous ne les cuisinez pas aussi pour la recette de tout à l'heure. Elles restent ici, du côté de Bobigny. Ces petits plants là, qu'est-ce que c'est ? Alors là, ce qu'on a ici, c'est du basilic, donc qui va après atterrir probablement dans votre cuisine ou sur votre jardinière. Un bébé basilic, on peut montrer un peu. Et ça, c'est de la sauge, non ? Je me trompe pas ? Ah oui, c'est de la sauge officinale, pareil, qui est utilisée par exemple dans les viandes en sauce. Ça tombe plutôt bien parce que l'association justement qui porte ce projet s'appelle La Sauge. Je sais, je vois évidemment tout ce parcours qui est à la fois ludique mais aussi pédagogique, on l'a dit, avec les enfants des centres de loisirs qui peuvent venir aussi vous filer un coup de main, hein, du côté de Bobigny, je me trompe pas. On va aussi aller jardiner là maintenant en bas des tours. Oui, parce que comme l'occupation de la ferme elle est temporaire, l'idée c'est que après notre passage, les gens aussi apprennent à jardiner et donc on a avec la Semeco commencé à développer des jardins partagés. Restez bien avec nous, hein, parce que évidemment, là, je vais rendre l'antenne. Moi, ça me donne 5 minutes pour aller du côté du quartier du Chemin Vert. Du Chemin Vert. À tout de suite. Et on veut récupérer de la sauge parce que Mathieu Scherer, le chef, il aime bien ça, surtout dans les sauces de viande avec le cochon, avec l'agneau. C'est bon la sauge. Le veau aussi, oui. Hein, avec le veau. Les Italiens, ils utilisent beaucoup la sauge. Un peu crémeuse, très enveloppante. Ouais, ça donne très bien. Un parfum merveilleux, on va voir ça dans quelques secondes. Pour l'instant, on veut être acteurs de nos vies, on veut être tous acteurs et pas subir, mais agir avec Valère. Rédacteur en chef de l'infodurable.fr, hein, on vous lit et donc vous êtes notre chroniqueur durable. Voilà, j'espère que vous durerez longtemps du coup. Il y tient, hein, maintenant il va falloir l'appeler le roi durable toute la saison. Le roi durable de Lièvre, bien sûr, chef. Oui, je sentais bien qu'il se passait quelque chose du côté du chef là. Alors vous allez nous parler d'une société. Ça me fait doucement rigoler parce que ça me rappelle quand j'étais à l'école, dès qu'un copain mettait une chemise à motif un peu voyant, où on disait « t'as taillé dans les rideaux de ta mère » ou dans le canapé, il y en a qui ont eu l'idée de le faire. C'est vrai, ça s'appelle, c'est un nom, ça s'appelle l'upcycling. Tout le monde connaît le recyclage, mais là, c'est le surcyclage. Ah d'accord, c'est le recyclage où on fait mieux que ce qu'il y avait avant. On fait différemment. Le recyclage, on utilise souvent de l'énergie, de l'eau, on transforme et donc voilà, ça a quand même un coût environnemental. Recycler n'est pas la solution, hein, c'est une solution, on va dire, finale, mais qui n'est pas du tout idéale. En revanche, le surcyclage est beaucoup plus intéressant parce qu'on prend le produit en amont et on en fait autre chose sans le métamorphoser quelque part, sans le transformer. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on a Camille qui a créé cette société à Fontenay-sous-Bois. La société s'appelle Second Sioux, et elle va chiner dans les vides-greniers, dans les brocantes Emmaüs et autres rendez-vous de la seconde main, et elle trouve des bouts de tissu pour fabriquer des vêtements pour bébés. Et concrètement, alors ça donne quoi ces vêtements-là ? On a envie de voir. Ça donne des trucs très jolis qui sont assemblés dans le Nord dans un atelier d'insertion. Donc là, par exemple, vous avez un petit bloomer. Oh, j'adore. Une culotte, c'est un bloomer, c'est pas, c'est très. Passez-moi ça. Non, mais le tissu est très beau en plus. Ça devait être un rideau. C'est super mignon. C'était un rideau. Exactement. Ouais. J'ai reconnu le titre. Vous avez cette petite robe qui est quand même assez adorable, qui était un drap. Tac. Voilà. Un sarouel, je ne savais pas ce que c'était, mais en fait, c'est juste un pantalon mix. Oui, alors, c'est un pantalon un peu large, un peu ample. Et alors, les zouaves. Ça, c'est un toponcino. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, ben voilà. Voyez, non, mais alors là, voilà. D'abord, à la base, c'était un drap et une couette. Et en fait, le toponcino, ça vient des méthodes de Montessori. C'est pour mettre bébé là, le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible. Ça prend son odeur. Le bébé diffuse sa chaleur dessus, et quand on le pose dans le lit, vous savez le truc, les parents à 3h du mat, on a tous la même peur, il va se réveiller parce qu'il y a un choc thermique. Et bien là, non, le toponcino le rassure, le bébé, dans un élément qui est convivial. Moi, 3h du mat, c'est plutôt, elle va peut-être rentrer. Chacun sa vie. Mais alors, quels sont les avantages à habiller nos enfants avec des vêtements comme ça, upcyclés ?
Alors, il y en a plein. D'abord, environnemental. Tout ce qu'on appelle la fast fashion. Donc, c'est l'industrie du textile. Je vais nommer aucune marque, mais enfin, vous savez, quand on n'achète pas cher, beaucoup. C'est un désastre écologique. On évoque 25% des pesticides utilisés dans le monde pour cette industrie-là. C'est bien de le dire, parce qu'on parle souvent de l'alimentation en stigmatisant l'alimentation en permanence. Non, mais la mode, c'est hyper polluant. Le deuxième pollueur, c'est le vêtement. Voilà, ce serait le deuxième pollueur après le pétrole. Donc, il faut le savoir. D'autre part, un jean, par exemple, il faut à peu près 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Donc ça montre vraiment que c'est pas anodin d'acheter un jean, un t-shirt, etc. Donc là, 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau, ouais. Et quand on le lave après, ça rajoute encore. À peu près un tiers du plastique dans les mers viendrait des microplastiques diffusés par l'industrie du textile aussi. Dès qu'il y a des autres choses que du coton, du lin, du chanvre. D'ailleurs, le lin et le chanvre, on en fait en France, alors que le coton, non, généralement, on l'a importé. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect environnemental. Sur l'aspect sanitaire, c'est pas inintéressant parce qu'on est sur de la seconde main, ce qui veut dire que ça a déjà été lavé et relavé. Je rappelle que l'ANSES, en 2018, a quand même préconisé de laver ses vêtements neufs avant de les mettre, c'est dire ce qu'on trouve dedans. Oui. Au passage. Et puis sur le plan éthique, là, ça n'a pas été fabriqué de l'autre côté de la Terre dans des conditions sociales épouvantables et inadmissibles, mais dans le Nord et à Fontenay-sous-Bois. Donc forcément, on est dans une relocalisation qui est quand même intéressante. Et si on a envie de les acheter, si on est intéressé ? Eh bien, il y a un site internet qui est très bien fait, c'est secondsioux.fr. Côté prix, avant que vous ne me le demandiez, 20 € le bloomer, c'est 27 €, non, 20 € donc le bloomer que vous avez là-bas, 27 € le Sarwell ou 32 € la robe. C'est fabriqué à Fontenay-sous-Bois. Et c'est des pièces uniques ? C'est des pièces uniques, c'est assemblé donc dans un atelier d'insertion dans le Nord. Après, à voir si c'est le juste prix ou pas, chacun se fera un avis. J'adore. C'est trop mignon. Ça me rappelle quand elles étaient petites, mes filles. Oh là là. Trop touché, là. Puis en plus, ça me rappelle aussi les rideaux de ma grand-mère. Donc c'est d'une pierre deux coups. Voilà, c'est vraiment une histoire familiale. Merci beaucoup, Valère Correr. Je vous rappelle le hashtag TousActeurs en majuscule avec un S. Oui, parce que si on est tous, on n'est pas un seul acteur. Ah non. Donc, comme ensemble, c'est mieux de toute façon. Et on retrouve vos écrits, évidemment, et tous vos thèmes sur infodurable.fr. Voilà, qui est un site qui nous donne des bons réflexes à nous qui en manquons parfois. Et en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bon, vous le savez, maintenant, c'est le rendez-vous des experts maison. Et oui, et notre maison des experts à Gif-sur-Yvette, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui ? De la déco. Alors, pas forcément les rideaux. Et oui, c'est mardi. Et oui, c'est mardi. Aurélie Le Bolloc, notre experte, va nous donner des astuces pour transformer, écoutez bien, vos boîtes de conserve, ça aussi, c'est méga durable, Valère, vos boîtes de conserve en pot de fleurs. Bonjour, moi c'est Christophe. Bonjour, moi c'est Elodie. Et moi c'est Baya. J'ai plein de boîtes de conserve dans ma cuisine et il paraît qu'on peut en faire de jolis pots. Aurélie, t'aurais pas une idée pour mes plantes aromatiques ? Bonjour Elodie, bonjour Baya, bonjour Christophe. Bonjour. Il est souvent difficile de trouver des pots qui s'allient parfaitement à notre décoration d'intérieur. Je vais vous proposer une alternative design et économique pour vos plantes aromatiques. Donc pour la réalisation de nos pots à plantes aromatiques, on va avoir besoin de boîtes de conserve, donc comme celle-ci. Pourquoi ils sont percés ? Alors, on les a préalablement percés dans le fond pour qu'on puisse arroser la plante sans que l'eau stagne dans le fond de ton récipient. On va passer à la partie customisation. Plusieurs solutions. La première, c'est de les bomber entièrement. Soit on peut aussi créer un motif à l'aide de scotch de masquage. Donc, sur notre première boîte, on va faire des lignes horizontales qu'on viendra ensuite bomber. Et quand on va enlever notre scotch, l'inox va apparaître en transparence derrière. Donc on peut passer maintenant à la partie bombage. Et maintenant, on attend 15 minutes que notre peinture sèche. Donc maintenant que notre peinture est sèche, on va pouvoir enlever les scotch de masquage. Bon, c'est pas mal, fais voir. Ah ouais, le petit bonhomme très efficace. Oui. On va pouvoir procéder au remplissage avec de la terre, tout simplement. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à planter notre petite plante aromatique dans son pot, tout simplement. Et voilà,
nous avons donc finalisé nos pots à plantes aromatiques qui viendront donc décorer votre cuisine. Donc dernière étape, on va venir maintenant personnaliser des petites pinces à linge. On va venir écrire donc à l'aide de petits tampons encreurs qui s'achètent dans le commerce assez facilement le nom des plantes présentes dans chaque pot. Donc ici, ciboulette, basilic, menthe. Évidemment, c'est adaptable en fonction des plantes que vous aurez plantées. Belle réalisation pour ton basilic, félicitations. On va pouvoir maintenant venir les fixer sur le bord de notre pot. Donc tout simplement, voilà, sur le bord, de façon à ce qu'on puisse identifier à chaque fois quelle plante se situe dans quel pot. En conclusion, si vous souhaitez réaliser vos propres pots à plantes aromatiques, munissez-vous de boîtes de conserve que vous aurez préalablement percées à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Avec des bombes de peinture et du ruban adhésif de masquage, customisez vos pots à votre guise. Après 15 minutes, ôtez votre ruban adhésif et remplissez votre pot de terreau. Vous pourrez ensuite y insérer votre plante aromatique. Sur des pinces à linge en bois, utilisez des tampons encreurs pour inscrire le nom de vos différentes plantes. Ouais. Le second apprentissage, c'est comment faire tenir les plantes dans la cuisine. C'est pas toujours simple, hein, chef. Hein. Le basilic, par exemple, c'est très dur à garder. Hein. Généralement, il vaut mieux le manger. Oui, c'est très fragile. Oui. C'est très fragile. Voilà. Si on y met du thym, si on y met du romarin, des herbes un peu coriaces, là, ça tient bien. Mais enfin bon, on fera un autre atelier d'experts un autre jour. Les amis, on va partir voir Raphaël à Bobigny. Il paraît qu'il ne tient pas en place. Il n'arrête pas de bouger. Ah, il s'est calmé quand même ? Oh là là les amis, je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu un sprint incroyable de 8 minutes pour arriver ici au pied des tours de ce quartier du chemin vert, je me trompe pas. Et toi ton prénom c'est Clara. Clara qui est responsable de ce jardin partagé, je me trompe pas. J'aide à former les habitants sur le jardin partagé pour qu'eux-mêmes puissent après jardiner d'eux-mêmes sans nous. Ça fait combien de temps que ça existe ici là? Ici on est sur la 2e saison du jardin de chemin vert. On a d'autres jardins dont c'est la première saison. Combien d'habitants, d'habitantes viennent justement filer un coup de main, jardiner, bêcher? Régulièrement, on a une dizaine d'habitants qui sont là à peu près pour aider à jardiner et à bêcher. Et on travaille aussi avec des écoles et des centres de loisirs aux alentours pour faire des animations, leur présenter un peu ce que c'est le jardinage, leur faire mettre la main à la pâte. Pour le coup, on est vraiment au pied des tours. Et ça me fait moi plutôt plaisir, très personnellement. C'est quoi ton prénom? Mustapha. Comment ça, Mustapha? Ça va, ça va. Où est-ce que tu vis, toi? Moi, je vis juste derrière. Juste derrière, ici. T'as un jardin chez toi ou pas? Non. Le jardin, il est là alors? Le jardin, il est là, ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire? Pourquoi est-ce que tu aimes venir ici? Moi, j'aime bien le jardin. Je rose tous les soirs. Je rose, que je travaille pas, je fais 17 heures de travail. Tu viens, tu arroses? Ah, je viens, je rose. Ça fait mon plaisir. Un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir. T'as vraiment la main verte, toi, ou pas? Ouais. Montre un peu, Mustapha, alors. Il a son portable, un peu. Il est là, ouais, je vous dis la vérité, on est arrivé, il a voulu prendre un selfie d'abord. Je lui dis mais non, mais on vient jardiner. On continue un petit peu notre tour du jardin de ce côté-là. Bonjour les filles, comment ça va? C'est quoi ton prénom, toi? Ghislaine. Ghislaine, tu vis où, toi? Moi, à Salvador Allende. C'est où? Salvador Allende, ce sont les tours. Ah bah c'est juste derrière, hein, vous le voyez pas ici. Et je te pose la même question qu'à Mustapha. Qu'est-ce que tu aimes faire ici, toi, dans ce jardin? Qu'est-ce que ça t'apporte? On aime jardiner, on aime comme ça, on voit du monde, on voit les enfants. On se fait de temps en temps des petits goûters pour être tous ensemble. Ah ouais. Jardiner. Donc convivialité aussi. Convivialité surtout, oui. Surtout la convivialité. Il est où ton bac à toi? Mon bac, on n'a pas de bac, on a tous pareil. Ah bah on partage jusqu'au bout ici, hein. Des fraises là, qui vont être bonnes à manger, vous voyez. Donc là on a de la fraise encore. Voilà, des fraises. Hein, malgré bon, que le soleil se cache un petit peu. Mais on a de la tomate aussi de ce côté-là. Beaucoup de piment aussi. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé un peu la vie du quartier, ce jardin? Ah oui, parce que ça amène quand même du monde. Déjà moi, personnellement. Toi, ça t'a changé? Ah oui, parce que moi, avant, bon, je sortais un petit peu de la maison, mais je venais jamais dans un jardin pour jardiner. Depuis mon enfance, je n'ai jamais jardiné. C'est vrai? Ah non, jamais. Et donc, du coup... Du coup, voilà, ça fait plaisir, parce qu'on vient tous ensemble
On prend la pioche, on prend la pelle, on prend la binette, on prend tout ça pour jardiner, quoi. C'est ce genre d'histoire qu'on aime vous raconter dans Ensemble c'est mieux. Chaque matin plutôt. Voilà, j'en perds mes mots, Vincent. Merci Ghislaine, je te laisse un peu travailler. Ok, on va y aller. Bah oui, et puis je filerai peut-être un coup de main tout à l'heure, les amis. Je ne vois pas beaucoup la bêche à la main, hein, Rafale. Hein. Pour l'instant, ça cause, mais ça est cachée dans ma poche. Merci. Thierry Teboul, je suppose juste une question. Avec toute cette conscience écologique et la mode du retour à la nature, ça doit faire partie des demandes à l'AFDAS de ceux qui viennent se reconvertir, des métiers de la terre, des métiers de l'horticulture, de l'agriculture, non ? Oui, je trouve qu'il y a un retour au geste professionnel et l'envie de faire un vrai geste. On vit dans une société de service où finalement tout devient abstrait et ce genre de technique, là, c'est intéressant. D'autant qu'en plus, le bénévolat, là, il est comptabilisé dans les heures pour acquérir des heures de CPF. Voilà. C'est pas anodin. Bon à savoir, comme quoi ce complément n'était pas inutile. Merci Thierry Teboul. Bien, c'est le moment quand même de s'occuper un petit peu de nos estomacs, de nos palais. C'est le moment du menu du jour. Alors, Mathieu Scherer, chef du groupe Bûcher. Alors Mathieu, vous avez apporté 3 magnifiques sauteuses, ou plutôt des plats en cuivre, des plats à four. Comment est-ce qu'on peut dire là ? Oui, on peut dire sauteuses ou même des cassolettes. Des cassolettes, absolument. Des cassolettes en cuivre. Parce que la rôtisserie du Galopin qui a ouvert là, juste avant les vacances, oui, c'est ça. Nouveau restaurant qui est juste à côté de la Bourse, exactement, à Paris, dans du Palais Brongniart, oui. L'ancienne Bourse en tout cas. L'ancienne Bourse. Eh bien, c'est entièrement consacré à la rôtisserie, qui est une forme de cuisine en fait. Exactement, on passe tous nos produits, tous nos plats chauds à la broche. À la broche. Belles rôtissoirs, on est au contact de la flamme, c'est un peu de la cuisine à l'ancienne. C'est vrai, c'est vrai. C'était un peu le début. La viande rôtie, c'est vraiment les prémices, c'est presque un côté un peu primitif de la cuisson. Donc voilà, nous on a voulu reproduire... Attendez, je fais le tour, je viens vous voir parce que c'est trop beau. Je veux que vous nous expliquiez ce qu'il y a dans vos plats. Alors ça, là, c'est quoi on a un jarret de porc d'Auvergne qu'on a poché. Oui. Et ensuite, on le passe à la rôtissoire avec un petit peu de miel de Touraine et de la sauce soja. Il est tout laqué, c'est ça ? Voilà, et ça va lui donner cette brillance, ça va se déshydrater. Et en même temps, la peau va sécher, donc elle va devenir croustillante. D'accord. Voilà, ça apporte. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est une selle d'agneau des Alpes de Haute-Provence. Oh là là, qu'on a roulé, on a mis une légère petite farce. Quoi, enfin, c'est ça, dans le même esprit. D'accord. Voilà, toujours avec les petites pommes de terre. Alors du coup, vous avez mis de la lavande parce que c'est la Haute-Provence ? Oui, c'est ça, et j'en mets un petit peu dans ma cuisson quand je les poche légèrement avant de les rôtir. La viande ? Oui, légèrement. Vu que l'agneau c'est un petit peu fort, on peut se permettre de mettre une saveur un petit peu marquée comme la lavande. Génial. Qui donne un petit goût. C'est du pays aussi. Voilà. Et alors là, évidemment le poulet rôti. On n'est pas dimanche, mais on a le droit aussi de sortir le poulet rôti de mardi. On est mardi, mais moi je l'ai cuit dimanche, donc je voulais ramener. C'était le dernier qui restait. On peut le manger froid aussi, mais bon là je vais vous. Et vous servez ça pour 4 au resto ? On peut commander le poulet entier ? Non, justement, nous le poulet, là c'est un poulet. Non, c'est pour une personne. Non, pour 2. Ah, pour deux. Ah ouais, d'accord. Bah oui, parce que quand vous êtes au restaurant, il y a toujours la question le blanc, la cuisse. Donc pour pas faire de jaloux, on met tout de suite un blanc, une cuisse à tout le monde. Je vous propose un truc. On retourne voir Rafale à Bobigny 2 secondes, histoire de bien le faire saliver, Rafale. Et après, quand on revient, on découpe le poulet. Cher Vincent, pardon, je vous entendais pas très bien ici, toujours en duplex de Bobigny, avec celle qu'on appelle la présidente. Ici, c'est Nelly. Ça va, Nelly ? Nous sommes 2 présidentes avec Padmini aussi. Ah d'accord, Nelly elle partage. Tu sais, on a des jarrets en plateau, on a du poulet. Avec quoi ça pourrait aller là ? On a quoi ? De la fleur de courgette là ? La fleur de courgette qu'on peut faire des omelettes. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ce sont des blettes, on peut faire en salade, en vinaigrette, on peut faire aussi en gratin. Bon, je te dis la vérité, ils trouvent que je travaille pas assez, ils ont envie de me voir à l'œuvre. Qu'est-ce que je peux faire, Nelly ? Tiens, tu prends ça. Je prends ça. Et tu mets de la terre autour des blettes. Oui, bah Mais il ne faut pas arracher les salades, hein. Ah ben j'arrache pas la salade. Bon, ok, évidemment, c'est forcément une catastrophe. Les amis, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez
passer faire un tour et rendre visite. Une catastrophe. Aux copains de la Sauge, ici, quartier du Chemin Vert. Demain, je vous retrouve du côté de Torcy, une base de loisirs. Ils vont encore me mettre à l'eau, Nelly. Qu'est-ce que... Eh ben, il faut griller le poulet. Le poulet. À demain. Merci Rafale. Repassez par là avant que je vous envoie à l'AFDAS pour la formation d'horticulteur et jardinier. Hein, ça ne sera pas inutile. Aujourd'hui, petite formation de chef pour la découpe du poulet. Voilà. Hein, la découpe du poulet qui peut se faire soit en salle, si on a Voilà, le... soit en Allez-y, salle, sorte. soit On en démarre, cuisine. on a 3 minutes, chef. Alors moi, j'ai voulu la faire plutôt... Comme à la maison. Oui, comme à la maison, mais comme si on était devant les invités ou d'accord. Devant les copains. Donc un petit spectacle quand même. Ouais, quand même, c'est pas le côté cuisine où on met les mains, on va essayer de faire ça un peu plus proprement. Alors là, il est froid. Là, il est froid, évidemment. Donc c'est un peu plus résistant que quand c'est chaud. Quand c'est chaud, ça vient plus facilement. Quand il est froid, c'est assez facile finalement, ça s'ouvre tout seul. Donc un bon couteau, j'imagine. Un bon couteau, une fourchette. Après la cuillère, on verra plus tard. D'accord. Donc, on commence toujours par les cuisses. Donc vous incisez un petit peu juste la peau de côté. On s'appuie sur le coffre en fait. Voilà, hein, on s'appuie sur le coffre. Et après, on tire. Voilà. Tout va On tire bien. comme ça. On voit qu'il est froid, écartez un peu. ça a gélifié un peu. Oui, légèrement. On a là de la gelée, quoi. Voilà. Donc là, vous avez votre déjà, cuisse. là, c'est simple hein, de La sortir cuisse. la cuisse. Oui, c'est facile. Ensuite, moi, mon problème, chef, c'est de trouver la jointure. La jointure, Ouais. Alors, la jointure. entre l'os du pilon et celui du haut de cuisse. Du haut de cuisse, le gras de cuisse. Ouais. Alors la jointure, elle est toujours assez proche d'ici. Ah bah oui, alors là, carrément. Voilà. Oui, mais Donc là, C'est pour vous, facile, c'est hein, fastoche. Ah bah oui, mais Pour nous, bon. c'est plus difficile. Mais il n'y a écoutez, pas de pointillé. Ah bah, Pas encore, ça va venir. voilà, donc après, on va faire pareil. On va pousser, Ouais. pousser la cuisse. Voilà, il y a juste à faire un levier. Et vous Oui. déjointez, tout simplement. Voilà, on voit la jointure là. Hop, Et après, on tire. Là, ça vient tout ça seul. vient tout seul, il y a Quand plus c'est qu'à... cuit, c'est assez facile. D'accord. Après, on Et alors, tourne. attendez, alors Alors là, là, on c'est regarde pareil. bien. En fait, on suit l'axe. Vous suivez là le pli. Enfin, Ah, il y a un le petit début, pli. le Il y a un début du petit pli. Et il faut, voilà, et vous mettez là. Là, je suis pile dessus. Vous voyez, pile dessus. Bon, après, c'est Ouais. le métier. Ouais, puis si c'est pas pile dessus, ce qui peut arriver, C'est la galère. vous recommencez. Hein, c'est pas très grave. On va pas vous en vouloir non plus parce que vous avez un peu tranché dans le cartilage. Non, c'est pas Non. grave. On est en famille. Ouais, En c'est général. ça. Ouais. Dans les grands restaurants, non. Non, dans les grands restaurants. non. Ensuite, Bon, alors, ensuite, pour lever les filets, les blancs. alors on dit. pour les blancs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de fourchette dans la carcasse de côté Pour tenir le bien. maintenir un peu. D'accord. Ensuite, eh ben, on va se fier Au bréchet, la là. poitrine, le bréchet qui est juste ici, qui fait la fourche. Ouais. Donc vous coupez, vous essayez d'être bien au centre. Mhm. Et après, là, vous sentez le bréchet, vous longez. Vous voyez, je suis le bréchet. C'est ça. On s'appuie en fait sur, Voilà. sur la carcasse. Après, vous revenez un petit peu quand même. Et après, c'est toujours pareil, vous tirez un peu. Voilà. On tire ou on Et- pousse bah, On pousse vous pour le tirer. vous le décalez un petit peu. Oui, d'accord. Ne jouons pas avec les... Oh, ouais, mais je vous charrie Sur les un petit mots. peu, Mathieu. Voilà. Oh là là. Et donc là, le blanc se détache facilement. Hein, comme, Ah oui, puis tout là, tout Voilà. est bienvenu. Ensuite, on va le faire non, comme ça. Ouais, je vais rester quand même. vers vous quand même. Je vais rester quand même. Je me mets juste de l'autre côté parce qu'il y a un petit cartilage qui fait la séparation D'accord. des deux filets. D'accord. On n'a plus le temps, montrez-moi où sont les solilès quand même. Retournez Le meilleur On va le morceau. faire. votre bestiole. On va le faire. Voilà. Le solilès est toujours derrière la jointure, Là, Il est là, il est voilà. là. Ah, à la Il est cuillère alors. à la cuillère. Voilà, on va le chercher. Hop, on suit l'os. Hop, il est là. Bon, là, il est attaché avec la peau, mais il est là. Vous voyez, Oh, quelle merveille. le petit solilès. Non, donnez-le à Julie. Je vois bien qu'elle est affamée, la Je le pauvre. mets là. Elle Je mange mange, je vais rien. le goûter. Julie, vous Après. voulez pas le solilès? Après. D'accord. Parce qu'il Ouais, faut bah, que je tu dise aux froid, là. téléspectateurs que si vous êtes vous aussi un as du poulet, ben vous pouvez nous envoyer votre photo de découpe ou même de poulet rôti, tout ça via les réseaux sociaux, vous le savez maintenant, avec le hashtag Ensemble c'est Paris sur la page Instagram de France 3 Paris ou alors sur la page Facebook France 3 Paris Île-de-France. Vous m'avez basé avec mon solilès, je fais la tronche, hein, je vous le dis carrément, Julie. Hein. Mais c'est me pas grave, rattraper. moi je vais me venger dans 3 secondes. Remercier nos invités, Thierry Teboul de l'AFDAS, merci Valère Correa, je rappelle, l'infodurable.fr. Et vous savez quoi? C'est l'heure du poulet. C'est mardi, c'est pas ravioli, c'est poulet. Merci Mathieu Scherer, Merci la à vous. rôtisserie du Galopin. On viendra le goûter chez vous si jamais on ne sait pas le découper chez Je sais soi. pas, on est là tous les jours. À demain, on se régalera encore.